Très bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente, mes chers collègues. Donc, nous vous proposons aujourd'hui, Christophe Carèche et moi, de permettre à l'Assemblée nationale de se prononcer sur la première étape du semestre européen, qui a pour objet de fixer les orientations stratégiques des politiques économiques en examinant la présente proposition de résolution qui sera débattue, vous le rappeliez, Madame la Présidente, dès demain matin, le 27 février. Les délais ont été vraiment extrêmement courts. Il s'agit aujourd'hui d'émettre un avis sur les grandes orientations de politique économique proposées par la Commission européenne et sur lesquelles le Conseil européen des 14 et des 15 mars prochains se prononcera. Alors, premier point, notre communication de ce jour donne le coup d'envoi, vous l'avez dit, Madame la Présidente, des travaux que nous allons mener au sein de notre Commission dans le cadre du semestre européen. Alors, elle s'appuie sur un certain nombre de documents. Premièrement, l'examen annuel de la croissance pour 2013, qui a été présenté le 28 novembre dernier par la Commission européenne et qui marque le lancement du semestre européen de coordination des politiques économiques. Elle prend également en considération les conclusions du rapport annuel sur le mécanisme d'alerte, qui a pour objet d'identifier les déséquilibres macroéconomiques au sein de l'Union européenne. Elle tient enfin compte des prévisions économiques d'hiver que la Commission européenne a rendues publiques le 22 février dernier. Nous collons à l'actualité. Le Parlement européen s'est prononcé sur les propositions de la Commission européenne dans ses résolutions du 7 février 2013, donc en début du mois, sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques. La résolution sur l'examen annuel de croissance pour 2013 a été l'objet au Parlement européen de très vifs débats au sein de la Commission des affaires économiques et monétaires, puis en séance plénière. Je crois que c'est important de le savoir. La résolution finalement adoptée conduit à faire prévaloir une position dure sur le rythme des assainissements budgétaires, si bien que la rapporteure a demandé que son nom soit retiré du rapport. En revanche, la résolution relative à l'emploi et au volet social a fait l'objet d'un large consensus. Le Parlement européen demande ainsi de rendre obligatoire la présentation de plans nationaux pour l'emploi, d'une part, et il promeut les notions de, je cite, consolidation compatible avec la croissance et d'assainissement budgétaire proportionné et différencié. Pour sa part, le Conseil, en amont du Conseil européen prochain des 14 et 15 mars 2013, a adopté les recommandations proposées par la Commission européenne ainsi que le rapport sur le mécanisme d'alerte le 12 février dernier. C'est dans le cadre défini par le Conseil européen de mars prochain que les États membres devront soumettre leurs programmes nationaux de stabilité et de réforme actualisés d'ici la fin du mois d'avril, sur la base desquels la Commission européenne présentera ses propositions de recommandations par pays. Ces propositions seront ensuite approuvées par le Conseil européen du mois de juin, puis définitivement adoptées par le Conseil. Alors, cette procédure de coordination des politiques économiques mise en place dans le cadre du semestre européen que je viens de rappeler devrait être complétée, sous réserve de la confirmation des résultats du trilogue de la semaine dernière, par un point très important, le paquet législatif dit du Two-Pack, qui a pour objet de renforcer de renforcer la gouvernance économique ainsi que la coordination et la surveillance des politiques économiques, notamment le volet budgétaire. Au-delà du renforcement du contrôle des États en situation de déficit excessif, le Two-Pack prévoit en effet la mise en place d'une surveillance des projets des budgets nationaux. Les États membres de la zone euro devront ainsi soumettre à la Commission européenne et à l'Eurogroupe avant le 15 octobre leur projet de budget, sur lequel la Commission pourrait émettre avant le 30 novembre un avis assorti d'une demande de révision en cas de manquement particulièrement grave aux obligations de politique budgétaire prévues dans le pacte de stabilité. Il convient de souligner que l'accord de la délégation du Parlement européen sur ce paquet législatif a été obtenu avec une condition qui est la constitution d'un groupe d'experts de haut niveau chargé d'étudier la faisabilité d'une mutualisation partielle de la dette dans le cadre d'un fonds européen d'amortissement et de l'émission de titres à court terme, ce qu'on appelle les Eurobills. La Commission européenne ne serait d'ailleurs pas liée par les conclusions que le groupe de haut niveau devrait rendre d'ici au mois de mars 2014. L'approbation définitive du Conseil demeure toutefois suspendue à l'accord de l'Allemagne, qui, pour l'instant, se montre très réticente. Troisième point,
de cette présentation. Alors que l'adoption du Two-Pacs constitue une étape indispensable à l'approfondissement de l'union économique et monétaire, sur les modalités duquel le Conseil européen devrait se prononcer au mois de juin, il apparaît plus que jamais nécessaire d'affermir le rôle de notre Parlement, qui est souverain en matière budgétaire. Et Madame la Présidente rappelait dans son propos liminaire une grande première, c'est qu'avant le Conseil européen de juin, va se tenir à l'Assemblée nationale un débat où la Commission européenne viendra nous présenter ses propositions de recommandations sur les programmes de stabilité et de réforme de la France. Ça, comme je vous le dis, ce sera une grande première pour notre Assemblée. J'en viens maintenant aux recommandations formulées par la Commission européenne, et je terminerai par ce point. La Commission européenne dresse un tableau très sombre de la situation économique en Europe, en particulier sur le front de l'emploi. Alors que la croissance était de l'ordre de 2% en 2010, le PIB s'est contracté de 0,3 dans l'Union et de 0,6 dans la zone euro en 2012 et devrait, selon les prévisions d'hiver de la Commission, être quasi stable dans l'Union et diminuer encore de 0,3% dans la zone euro en 2013. La crise entraîne ainsi de lourdes conséquences sociales avec une forte progression du chômage. Le nombre de chômeurs a dépassé désormais le cap de 25 millions de personnes et près d'un chômeur sur deux est sans emploi depuis plus d'un an. Les jeunes sont particulièrement touchés puisque leur taux de chômage dépasse 50% dans 12 États membres. Le taux de chômage devrait encore progresser en 2013 pour s'établir respectivement à 12,2% dans l'Union et plus dans le 25% dans le à 12,2 dans l'Union. Mais les situations sont très contrastées selon les pays. Les taux de chômage nationaux se situent en effet dans une fourchette comprise entre 5 et plus de 25%. En conséquence, vous l'avez compris, la pauvreté et la précarité progressent fortement en Europe. La Commission européenne affirme néanmoins déceler de premiers signes positifs montrant que les réformes entreprises commencent à produire leurs effets. Ces premiers signes positifs semblent toutefois se limiter à une réduction globale du niveau des déficits publics qui passe de 6,2 à 3,5% du PIB en moyenne dans la zone euro entre 2010 et 2012. La Commission européenne en conclut néanmoins que les priorités fixées dans l'examen de l'an dernier demeurent valables, en y apportant toutefois quelques nuances. Elle indique ainsi que les États membres et l'Union européenne devraient concentrer leurs efforts sur 5 priorités. Première priorité, procéder à un assainissement budgétaire différencié propice à la croissance. Deuxièmement, promouvoir la croissance et la compétitivité. Troisièmement, c'est la sonorisation des propositions de la Commission. Troisième priorité, lutter contre le chômage et prendre des mesures pour faire face aux retombées sociales de la crise. Quatrième priorité, revenir à des pratiques normales en matière de prêt à l'économie. Enfin, cinquième priorité, moderniser l'administration publique. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire. Je passe maintenant la parole à mon éminent collègue Christophe Caresche pour évoquer plus précisément ces recommandations. Merci, Monsieur Herbillon. Alors, plusieurs choses. D'abord, c'est vrai que nous sommes à un moment où le semestre européen est déjà largement entamé. Il y a eu donc l'examen annuel de croissance, sur lequel nous disons un certain nombre de choses dans le rapport. Pour mémoire, cet examen annuel de croissance a fait aussi l'objet d'une discussion à Bruxelles avec le Parlement européen. Et il y a eu à ce moment-là un certain nombre d'échanges. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les prévisions de croissance données par la Commission, on appelle ça les prévisions hivernales, et donc qui fixent, qui en fait actualisent les prévisions de croissance et donc
en conséquence les prévisions en matière de déficit, à la fois au niveau européen et au niveau de chacun des pays. Donc c'est pourquoi d'ailleurs j'ai souhaité personnellement axer quand même la résolution beaucoup sur cette annonce, parce qu'il me semble que si le Parlement veut être utile, il faut évidemment qu'il puisse réagir au moment opportun. Alors ensuite il y aura dans la séquence, après donc cette annonce de la Commission européenne, un Conseil européen qui aura lieu, qui se tiendra mi-mars. Ce Conseil européen examinera sur la base du rapport de la Commission européenne la situation de chacun des pays et évidemment examinera la question de savoir si certains pays sont ou non mis en procédure pour déficit excessif et sous quelle forme. Bon, la Commission a d'ores et déjà donné un certain nombre d'indications, mais formellement, c'est le Conseil européen qui prendra cette position. À partir de là, il y aura par les différents pays, en fonction de ce que dira le Conseil européen, l'élaboration de 2 documents qui sont extrêmement importants, le programme de stabilité et le programme national de réforme. Le programme de stabilité, comme son nom l'indique, c'est en fait les projections, les perspectives retenues par chacun des États en matière de croissance et en matière de trajectoire budgétaire. Donc pour la France, évidemment, avec une réactualisation de ces objectifs. Je voudrais quand même insister sur le fait que le programme de stabilité se fera avec un élément nouveau qui est l'avis du Haut Conseil des finances publiques. C'est très important. Parce que pour la première année, cet exercice ne sera pas l'exercice solitaire du gouvernement dans le stade de la préparation. Il sera soumis, le programme de stabilité sera soumis au Haut Conseil des finances publiques qui donnera un avis sur notamment la crédibilité, pour parler clairement, des chiffres qui seront retenus. Et puis ensuite, il y aura donc ces programmes de stabilité seront examinés par la Commission européenne à nouveau, qui fera une proposition de recommandation au Conseil européen du mois de juin. Donc voilà, je remettais un peu les choses en l'état. Alors pour ce qui nous concerne, on intervient évidemment à ce stade maintenant, à la fois sur l'ensemble des éléments du semestre européen, mais je vous proposerai une résolution axée quand même très clairement sur l'annonce de la Commission européenne. On interviendra évidemment l'Assemblée nationale au stade du programme de stabilité et du programme national de réforme, puisqu'ils sont adoptés par le Parlement. Et je pense que, je ne sais pas si on interviendra ou pas, mais ça c'est à définir, au stade des recommandations. Est-ce qu'il y aura à nouveau, est-ce que l'Assemblée nationale pourra se saisir de cette question? C'est à voir avec les différentes commissions. Je suggérerais aujourd'hui et demain à la Commission des finances que nous ayons une discussion avec le commissaire européen après les prises de position du Conseil européen mi-mars. C'est-à-dire que, dans mon esprit, je pense qu'il serait bien d'avoir une discussion avec Olli Rehn. Alors, oui, sous la forme, je pense, des 3 commissions, finances, affaires européennes, affaires étrangères, comme on l'avait fait la dernière fois. Je pense que ce serait bien d'avoir une discussion avec Olli Rehn après le Conseil européen, mais avant le programme de stabilité. Je pense que ce serait de nature à éclairer, à poser des questions à la Commission sur la situation de la France, mais aussi sur un certain nombre d'éléments qui restent, à mon sens, et dans le rapport on en cite un certain nombre, qui restent flous. Par exemple, un problème qui est manifeste et que pose le rapport de la Commission européenne, c'est la question du déficit structurel. Bon. Avec 2 sujets. Le premier sujet, c'est déficit structurel, déficit nominal. Quel est l'indicateur pertinent pour la Commission? Ce n'est pas très clair.
Et parce que la Commission parle de l'un et de l'autre. Et deuxièmement, comment on calcule le déficit structurel. Par exemple, le déficit structurel actuellement qui est défini par la Cour des comptes n'est pas tout à fait celui qui est défini par la Commission européenne, au moment qu'on a des écarts, ce qui est quand même problématique. Bon, voilà ce genre de discussion qu'on pourrait avoir, je pense, avec le commissaire européen. Donc cette proposition, je pense qu'elle pourrait être intéressante. Alors pour l'heure, la résolution, elle s'articule autour de 5 points. Le premier, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, le premier, c'est évidemment de constater, avec la Commission, ça a été dit, la situation quand même très difficile dans laquelle se trouve l'ensemble de la zone euro, pas de la zone euro, de l'Union européenne, pardon. Donc situation difficile et généralisée, avec un risque, évidemment, une menace de récession pour l'ensemble de l'Union. Et dans ce point, l'idée, c'est de demander à l'Union, à la Commission, qu'elle intègre bien la nécessité d'une coordination plus étroite encore des politiques économiques qui permettent notamment que les pays qui sont en excédent puissent relancer leur demande intérieure, alors que ceux qui sont en déficit puissent faire les adaptations en matière de compétitivité qu'ils doivent faire. Donc ça, c'est l'objet du titre 1, de la proposition numéro 1. Le deuxième point porte sur la performance de la France, en se félicitant de l'effort d'ajustement considérable qui a été fait. D'ailleurs, sur une période qui commence en 2010, puisque l'ajustement structurel, c'est-à-dire hors conjoncture, l'ajustement structurel, c'est l'ajustement qui ne tient pas compte, disons, de la conjoncture économique globale. Alors, l'ajustement culturel a été de 4,1 points de PIB sur la période 2010-2013. Et pour 2/3, cet ajustement a été réalisé sur les 2 exercices 2012-2013. Donc c'est un ajustement tout à fait considérable. Et la Cour de compte, d'ailleurs, l'a salué, nous le rappelons, comme un ajustement historique. Le troisième point, c'est de considérer, mais je pense qu'il ne fera pas consensus, que dans ce contexte, et tenant compte de ces performances, le report de l'effort d'ajustement nécessaire pour ramener le déficit public français en dessous de 3% est peut-être reporté à l'année prochaine et que c'est conforme, et ça a été dit aussi dans le rapport, que c'est conforme au texte européen et notamment au texte, aux dispositions du pacte de stabilité et de croissance révisé, donc qui figure, je ne vais pas dire de bêtises, dans le six-pack. Il y a une disposition très clairement qui permet effectivement de tenir compte de la conjoncture. Sur ce plan-là, cela rejoint aussi ce qu'a dit très clairement Olli Rehn au moment de l'annonce sur les perspectives de croissance. Donc, c'est un engagement du Parlement, de l'Assemblée nationale pour demander, enfin pas pour demander d'ailleurs, mais pour qu'on tienne compte de cet effort. Quatrième point, c'est un point qui vise à demander, comme ça a été un peu engagé, de poursuivre un travail qui a été engagé au niveau de la Commission européenne sur la question de savoir si un certain nombre d'investissements, notamment les investissements productifs liés à la compétitivité, doivent être complètement pris en compte ou non, ou dans quelle mesure, dans le calcul du pacte de stabilité. Donc l'idée, c'est d'affirmer que nous souhaitons que ce travail, sans préjuger les conclusions, que ce travail se poursuive. Ça, je me fais bien comprendre. Et enfin, le cinquième point, c'est une demande qui vise à demander à la Commission européenne de mettre davantage en évidence dans son examen annuel de croissance l'articulation entre les actions menées au niveau européen et celles entreprises par les États membres, et notamment de suggérer qu'il y ait 3 informations qui soient données. La première, sur l'état d'avancement de la stratégie Europe 2020,
au niveau donc de l'examen annuel de croissance, qu'il y ait également un bilan de la mise en œuvre du pacte pour la croissance et l'emploi qui a été décidé par le Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, et aussi une analyse du rôle du budget de l'Union dans le processus du semestre européen qui met en évidence ses effets multiplicateurs et complémentaires par rapport aux politiques d'investissement développées à l'échelon local, régional et national. Donc l'idée est de montrer que la Commission s'engage à montrer en matière de croissance l'impact des initiatives qui sont prises au niveau européen. Bon, voilà les 5 points qui sont soulevés dans cette résolution et que je vous demande d'adopter. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Bon, mes chers collègues, vous ne serez pas surpris vous ne serez pas surpris, nous en avons parlé ensemble, qu'on ne pourra pas, pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne le groupe UMP et je suppose le groupe UDI, mais je ne peux pas parler au nom de mon collègue Arnaud Richard, mais que nous ne pourrons pas approuver cette recommandation. Alors, si vous voulez, plutôt que il y a des choses dans les recommandations qui sont acceptables, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout, et donc plutôt que de se lancer dans un travail d'amendement et qui aurait été extrêmement compliqué, j'ai dit à mon collègue Christophe Carrèche, donc nous sommes tous les deux co-rapporteurs, mais que pour notre part, nous ne pourrons pas approuver cette recommandation au sein de notre commission et que nous ne l'approuverons pas non plus demain au sein de la commission des finances. Je le dis, c'est normal. En général, il y a un certain nombre de consensus qui existent dans notre commission et puis il y a des moments où il y a des désaccords. Je voulais vous dire, parce que je tiens à ce que ce soit dans le compte-rendu, et encore une fois, j'espère que mes collègues de la majorité ne prendront pas ça en mauvaise part, mais bien entendu, de notre point de vue, les prévisions économiques hivernales de la Commission européenne nous montrent, à nos yeux, que les engagements qui avaient été pris par le candidat qui est devenu depuis président de la République, François Hollande, en termes de croissance, de déficit et de lutte contre le chômage, n'étaient qu'illusions et que, de notre point de vue, la politique menée depuis le mois de juin ne va pas dans la bonne direction pour notre pays. En ce qui concerne le retour à la croissance, avec, dans un premier temps, une prévision de 0,8 de croissance affichée dans le projet de loi de finances, eh bien, ça, c'était ce qui était affiché dans le projet de loi de finances. La Commission européenne confirme une croissance nulle en 2012 et une croissance quasi nulle, 0,1 en 2013, alors que les prévisions du gouvernement avaient été faites sur une prévision de 0,8. En ce qui concerne les déficits publics et le retour des déficits publics sur la barre des 3% en 2013, la Commission, ça c'était l'engagement qui avait été pris par le gouvernement et le président de la République, la Commission prévoit 3,7 en 2013 et même 3,9 en 2014 si rien n'est fait pour corriger le tir. En ce qui concerne ce qui était évoqué aussi par le président de la République sur l'inversion de la courbe du chômage à la fin de cette année, eh bien, il y a un taux de chômage à 10,3 en 2012. La Commission européenne prévoit 10,7 en 2013 et même 11% en 2014. Vous savez très bien que dans l'esprit public, on dit qu'il y a aujourd'hui 1000 chômeurs de plus par jour dans notre pays. Donc je me dois, si vous voulez, de rappeler, étant donné qu'on examine les propositions de la Commission européenne, de mettre en regard les annonces et les prévisions qui ont été faites par le gouvernement et la réalité que l'on constate aujourd'hui. D'autant plus que les objectifs du gouvernement et du président de la République ont été très régulièrement rappelés, je dirais même martelés avec force, confirmés jusqu'à la semaine dernière, et aujourd'hui, mais depuis une période récente, le gouvernement semble découvrir que finalement tous les engagements qui ont été pris ne sont tout simplement pas tenables. Bon, la question qu'on pourrait se poser, c'est de la faute à qui? Bon, je pense que la crise a été d'abord niée, puis ensuite sous-estimée. Et je pense aussi, en troisième lieu, que cette situation est le résultat, à nos yeux, de réponses inadaptées aux problèmes auxquels nous sommes confrontés et d'une certaine obsession de la part du gouvernement actuel de revenir systématiquement sur tout ce qui a été fait précédemment,
comme l'ont bien montré les lois de finances adoptées depuis juin et la remise en cause de la réforme ambitieuse que nous avions engagée en faveur de la compétitivité. Non, la responsabilité de la situation, et ça serait trop simple, n'est pas évidemment uniquement celle du président de la République précédent. Je crois qu'il y avait un certain nombre de mesures qui avaient été lancées et sur lesquelles, hélas, on est revenu. J'en viens aux efforts menés par la France en matière de réduction du déficit structurel, qui sont soulignés tant par la Commission européenne que par la Cour des comptes. Mais cette réduction du déficit structurel, c'est en grande partie le résultat de la politique qui a été menée par le précédent gouvernement, en particulier, pour prendre un exemple, le non-remplacement d'un départ à la retraite sur deux, d'une part, et d'autre part, la révision générale des politiques publiques dont le gouvernement actuel engrange aujourd'hui les bénéfices. La Cour des comptes le relève d'ailleurs dans son rapport. La répartition des efforts entre dépenses et recettes est manifestement déséquilibrée de notre point de vue, avec une pression fiscale tellement accrue, 33 milliards d'euros, qu'elle risque à nos yeux de casser toute reprise de la croissance. En outre, beaucoup d'économies affichées depuis juin sont en grande partie biaisées, car il s'agit d'économies appréciées par rapport à ce qu'on appelle le tendanciel. Voilà, c'est la raison pour laquelle il apparaît donc au total, Madame la Présidente, que mon groupe et moi-même, en tant que rapporteur, ne pourrons pas voter, pas approuver la proposition de résolution que notre commission examine aujourd'hui. Oui. Arnaud Richard, très moi, je rapidement. suis un peu ennuyé parce qu'il y a un certain nombre de propositions qui sont faites dans cette résolution qui me conviennent. Pour autant, je partage un certain nombre des propos à l'instant de notre collègue Herpillon. Et donc, dans un souci de cohérence, nous abstiendrons. Voilà. Alors, moi, je vais intervenir en tant qu'écologiste, si vous le permettez, pour une seconde, puisque mon collègue n'est pas là. Sachant que nous, on va soutenir la proposition de Christophe Carèche, d'autant plus que vous êtes plusieurs, je suppose, à avoir participé, tout comme moi, la semaine dernière, à la discussion que nous avons eue avec Jean-Claude Trichet. Et que si vous vous souvenez de cette discussion, c'était plutôt, les propositions et les réponses de la Commission qui étaient inadaptées, plus que celles de la France. Donc je pense que si on prend cette réflexion-là et cet angle d'attaque-là, en faisant ce qui a été proposé aussi par Christophe Carèche par la suite, c'est-à-dire nous allons essayer d'inviter ensemble avec la commission des finances et puis si elle veut s'y associer bien sûr la commission des affaires étrangères, une audition d'Olli Rehn qui justement nous permettra de l'interpeller par rapport à cela. Souvenez-vous de Jean-Claude Trichet, j'en terminerai là-dessus, disant grosso modo arrêtez d'embêter la Grèce parce que la Grèce elle a largement diminué son déficit et si ces populations sont dans la rue, il faut peut-être maintenant calmer le jeu. Donc il me semble qu'il y a des choses là à voir. Donc la résolution qui est plutôt quand même balancée, modérée, qui ne dit pas la France fait tout super bien et les autres font rien, me paraît être une bonne façon d'interpeller la Commission juste comme il faut. Voilà. Et il y a Jérôme Lambert qui veut intervenir aussi. Oui, pour dire qu'en tant que socialiste, je pense que mes collègues pensent comme moi aussi, on va voter ce projet en estimant que c'est un projet tout à fait équilibré, raisonnable. Comme vous venez de le dire vous-même, Madame la Présidente, il résulte de toute une série de consultations et voilà. Donc, je pense que notre collègue Christophe Carèche, avec Michel Herbillon, ont aussi fait un gros travail. Nous regrettons que le groupe UMP, pour des raisons peut-être un peu politiciennes, ne vote pas ce projet de résolution qui reste, à notre sens, un projet tout à fait estimable et raisonnable aussi d'ailleurs, et nécessaire pour la poursuite de la politique que nous conduisons et qui est pour le moment la seule raisonnable possible. Comme il n'y a plus d'intervenants, oui, Christophe. Je ne voudrais pas que Michel Herbillon se retrouve comme Mme Ferrara, obligé de retirer son nom à un rapport.
Non, non, c'est simplement, si j'ai bien compris, Michel Billon. Mais c'est la résolution. Voilà, et vous êtes co-rapporteur, et c'est sur la résolution que les choses sont effectivement différentes. Donc, Voilà, et parce que son travail est quand même heureusement reconnu comme Mais il y a ça. un rapport et il y a la résolution, c'est deux choses. Voilà. Et ce que je souhaite simplement, Madame la Présidente, c'est que la position que j'ai exprimée au nom du groupe UMP figure Oui, bien sûr. dans le compte-rendu de la commission, de notre réunion et du rapport. Voilà. Si j'ai bien compris, la résolution est adoptée à la majorité. Le groupe UMP vote contre. L'UDI s'abstient. Hein, voilà, on est bien au clair. Eh bien, merci à vous pour cet excellent travail. Madame la Merci à la Présidente. collaboratrice aussi qui a fait un travail remarquable. La France s'en sort pas. Et voilà. Je En veux tout cas- remercier Annabelle Ah oui. de sa coopération dans des délais records. Record, oui, tout à fait.